Merci Rama. Chers amis ici présents, comme vous autres, qui avez le cœur et l'âme mauricienne, mais qui n'habitez pas dans cette contrée et vivez ailleurs, sous d'autres cieux. Aujourd'hui, mon ami Rama m'a fait l'immense honneur de venir dire quelques mots sur ce que je pense est nécessaire à faire dans une république comme la nôtre, qu'on dit démocratique, afin de voir que le ciel bleu se penche sur tout le monde et le ciel bleu écoute les prières de tout le monde. C'est pourquoi je suis venu et je remercie Rama de m'avoir fait cet honneur. Avant de commencer à mettre en place les quelques mots de mon discours, comme il m'a été enseigné depuis très longtemps, quand j'avais encore 19 ans, 20 ans, et que j'étais en France à étudier, et que j'étais à Londres, à Lincoln's Inn, on nous disait, mais écoutez, avant de faire quelque chose, allez voir les classiques, relisez un peu ce qu'on vous a enseigné dans vos humanités, afin de vous en inspirer et de pouvoir dire quelque chose. Alors, j'ai pris un des textes que j'aime beaucoup, qui était là sur ma table, je l'ai ouvert, et c'était Shakespeare, et je suis tombé sur Jules César, écrit par Shakespeare. Feuilletant, afin de voir quelque chose, j'ai vu ceci, et je vous le lis. Alors, ça dit, « It is the bright day that brings forth the adder, and that craves weary walking. » C'était dans Jules César, acte 2, scène 1, Brutus qui parle. Je n'ai pas trouvé d'autre traduction plus probablement croustillante et exacte que de dire ça en créole, et je vais essayer de le faire. Il faut des grands lisous. Pourrait-il la sortir à ce moment-là, faire attention qu'au tout marché. La loi, sous cette démocratie, je dis bien 7 ici, est jonchée de beaucoup de choses difficiles et n'amène pas toujours la satisfaction que l'on veut. C'est pourquoi il faut le grand jour pour voir les dangers, les reptiles et les choses difficiles. J'ai intitulé ce que je veux vous raconter cet après-midi, en ce début de soirée, je l'ai intitulé « Une justice pour l'homme mauricien ». L'homme avec un H capital. Bien sûr, l'homme, c'est la femme et tout. Et j'ai pensé qu'il fallait se référer à la notion du peuple d'abord. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Quand on parle du peuple dans notre Constitution, si on regarde un peu, vous allez voir que dans notre île Maurice démocratique, le mot démocratique lui-même veut dire quoi? Bien sûr, vous le savez. Démos, du grec, peuple, kraté, la force. Là où la force du peuple règne. C'est ça une démocratie. Et quand on se dit, mais le peuple c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par le peuple? On regarde dans la Constitution, on lit, on cherche une définition, et quand on lit la Constitution, on voit que le mot peuple, il vient une première fois à l'alinéa, à la section 8.1a, quand il est question de prise forcée d'une propriété dans l'intérêt du peuple. Compulsory acquisition of property in the interest of the people. Et on voit qu'on parle de peuple aussi, par exemple, quand le chef juge
prend le serment, ou un juge de la Cour suprême prend le serment quand il accède à sa fonction. Et je vais vous lire le texte. Premièrement, le texte concernant la prise forcée de propriété. Voilà ce que ça dit. Il ne sera procédé à la prise de possession forcée d'aucune propriété ou l'acquisition forcée d'aucun intérêt ou droit sur cette propriété, sauf si les conditions suivantes sont réunies, à savoir la prise de possession où l'acquisition est nécessaire ou utile dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique, de la santé publique, de l'aménagement urbain ou rural, au développement ou à l'utilisation de la propriété en vue de promouvoir l'intérêt public ou le développement social et économique du peuple de Maurice. Peuple. Et pour le chef juge aussi, on dit, ou le juge, moi, X, je jure ou affirme solennellement que je servirai Maurice et la Constitution dans ma fonction de chef juge ou juge de la Cour suprême et que j'agirai avec droiture vis-à-vis de tout peuple selon les lois et us de Maurice, sans peur ou faveur ou affection ou malveillance, que Dieu me vienne en aide. Alors, quand le président aussi, qui est désigné prêtre serment, on entend le mot peuple. Mais tout ça ne nous donne pas une idée précise du peuple. C'est vague, c'est flou, c'est très nébuleux et c'est sujet à toutes sortes d'interprétations. Pourtant, nous sommes dans un pays démocratique. Alors, il faut faire quelque chose pour changer, pour avoir une réforme convenable du système judiciaire. Il faut faire quelque chose pour que ce mot peuple ait un sens. Comment faire ça? Un virage dans ce sens pourrait commencer, ça peut-être va vous choquer, en modifiant la section 10.1 de la Constitution. C'est une des sections les plus importantes dans notre vie. C'est une des sections qui fait partie de l'épine dorsale de la loi mauricienne. Je vais vous dire ce qu'elle dit. Toute personne, je commence, section 10.1, toute personne accusée d'avoir commis une infraction, sauf retrait de l'accusation, a droit à un procès juste et équitable dans un délai raisonnable devant une cour de justice indépendante et impartiale établie par la loi. J'ai là pris la version française de la Constitution qui a été écrite, rédigée, traduite par le professeur Louis Favoreux dans l'édition Best Graphics. Alors, vous allez remarquer que la section, je reviens brièvement là-dessus, parle un procès juste et équitable, dans un délai raisonnable, devant une cour de justice. Ce que je pense il faut changer, d'abord, c'est de définir qu'est-ce qu'une cour de justice. En ce moment-ci, à Maurice, une cour de justice, c'est soit là où il y a un juge ou un magistrat, ou là où il y a un juge et des jurés. Alors, quel est le changement? Le changement devrait être ceci, que toute cour de justice devrait avoir un jury. Pourquoi? Pourquoi devrait avoir un jury? Pour la bonne et simple raison que c'est là
c'est là le moyen de doter à la justice, de donner à la justice les moyens d'être démocratique en faisant en sorte que le peuple a un contrôle direct et ferme sur la justice. Comment est-ce possible? Je vous explique. Quand il n'y a qu'un juge, le juge ou bien un magistrat, quand je dis juge, c'est juge ou magistrat. Quand il y a un juge ou bien un magistrat, il est seul. Et il décide du droit. Il est spécialiste dans le droit, il a appris pour ça, c'est normal. Et il décide aussi des faits. Il y a le droit, on ne doit pas tuer, on ne doit pas faire ceci. Et puis, il y a les faits. Comment est-ce que cela s'est passé? Quand vous mettez un jury, à ce moment-là, voilà comment ça se passe normalement. Et le jury décide des faits. Le juge décide du droit. Donc, mais à Maurice, pas toutes les cours ont un jury. Vous savez, le système de jury à Maurice, c'est vrai, ça existe. Vous allez me dire, mais quel changement? Non. Le jury existe seulement ici à Maurice dans des cas spécifiques. Quand, par exemple, on envoie quelqu'un aux assises pour un crime quelconque, un assassinat. Et là aussi, ça dépend du directeur des poursuites publiques. Tandis que si vous mettez dans la Constitution que la Cour ne peut être autre chose qu'une Cour avec un jury dedans, partout, en Cour suprême, en Cour intermédiaire, partout, il faudra avoir un jury. À ce moment-là, le peuple a son mot à dire dans la détermination de la culpabilité de l'accusé ou non. C'est très important. Pourquoi? Quand il y a un jury, le jury, c'est le peuple. C'est la personne, comme on disait autrefois en anglais, on the Clapham omnibus. C'est la personne qui prend le métro, c'est la personne qui prend le bus. C'est vous. C'est le citoyen mauricien ordinaire, avec ses préjugés, avec ses qualités, mais c'est le peuple, c'est le citoyen. À ce moment-là, le mot peuple a un sens. À ce moment-là, vous vous identifiez au jury, au peuple. Vous ne dites plus, ah, le peuple mauricien. Vous réalisez à ce moment-là que le peuple, c'est vous, c'est le citoyen. Alors, ce que je pense, c'est qu'il faudrait mettre clairement, lisiblement, presque de façon, à la façon qu'on épelle une phrase, il faut mettre ça dans la Constitution, comme ça. Pourquoi il faut épeler et mettre les choses clairement? Parce que une loi devrait être claire. Une loi est telle qu'on ne devrait pas pouvoir la changer facilement, parce qu'elle exprime le bon sens, parce qu'elle exprime l'idée du peuple. Alors, ce que j'ai proposé, c'est qu'on peut définir le rôle du jury ainsi, c'est déjà ainsi, mais il faut mettre ça dans la Constitution. Il faut mettre pour qu'on ne puisse pas bouger un mot, pour qu'on ne puisse pas enlever une virgule et interpréter. C'est l'interprétation qui est difficile. Alors, il faudrait mettre que la Cour de justice dont on parle dans cette Constitution, la Cour sera composée d'un jury de 12 personnes, vous pouvez mettre le nombre que vous voulez, je suggère, qui décideront souverainement des faits, et d'un juge ou magistrat, parce que c'est pas le juge seulement, c'est dans toutes les juridictions, qui décidera du droit seulement. Il faut être précis, il ne faut pas avoir peur. Le juge n'intervient jamais dans la détermination des faits. Il faut être limpide. Le jury se retire seul et en secret
pour déterminer les faits. Et les personnes composant le jury sont choisies parmi tous les citoyens de Maurice de 18 à 60 ans, lesquels citoyens comprennent les langues anglaises et françaises. Alors, c'est pourquoi je dis, un pas pareil serait un grand pas vers la démocratie. Car il n'y aura pas de tribunal de fait où le peuple n'est pas présent. Ainsi, le peuple pourra donner son opinion sur ce qui se passe tous les jours. Et ça va conscientiser le peuple à donner sa désapprobation à l'égard des crimes commis à son encontre. Quand vous jugez quelqu'un aux assises, lorsque le jury va délibérer, c'est en secret, c'est en cachette, vous ne savez pas ce qu'ils disent. Mais on peut présumer ils ne vont pas aller discuter d'un point de droit qui a été pris en 1815 par l'ordre d'un tel, qui a été répété par l'autre, et puis qui est venu jusqu'à nous en 2023. Quand on discute pour savoir si quelqu'un est coupable d'avoir tué, ou bien il est coupable d'avoir volé, ou autre chose, le juge, lui, quand il est seul, il est tenu par les raisonnements juridiques antérieurs. Un tel dans tel case a dit que, même si le juge n'est pas d'accord du tout avec ce que l'ordre d'un tel a dit dans tel case, il faut appliquer la loi comme ça. Le jury n'a pas besoin de donner les raisons. Le jury n'a pas besoin d'accepter les raisons données en 1815. Le jury est un jury de nos jours. Le jury a la mentalité des gens de nos jours. Le jury est celui qui connaît dans son intime conviction qui est coupable, qui n'est pas coupable. Il n'est pas tenu dans un corset. C'est ça. Donner au peuple un contrôle direct, immédiat et ferme sur la justice. Et je crois que ça doit être fait comme ça. Voyez-vous, le jury juge l'homme. Le magistrat ou le juge juge l'accusé. C'est une différence énorme. Moi, je crois qu'il faut avoir un droit et une justice pour l'homme. Cette personne qui est dans le box des accusés n'est pas un sans-visage. Il a une famille. Il a eu des problèmes. Il a connu des difficultés. Il n'est pas venu là par hasard. Quand il s'agit du juge, ces problèmes ne vont pas s'ériger, sauf au moment de la sentence. Il faut juger l'accusé, et puis quand il est trouvé coupable, c'est trop tard, il est coupable. À ce moment-là, on regarde, ah bon, appelez le prêtre du village, appelez ses parents, appelez un tel pour dire les circonstances atténuantes. C'est à ce moment-là seulement que c'est possible. Mais c'est injuste. À mon humble avis, c'est injuste. Il faut, dans toute civilisation, d'abord, l'essentiel, le tout, c'est l'homme. À mon humble. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure que la loi doit être claire et limpide. Il n'y a que les dictateurs qui disent le contraire. Et je vais vous donner un exemple. Vous n'allez peut-être pas croire. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un dont vous avez tous entendu parler et qui a dit le contraire. C'est celui dont nous vient le Code civil, Napoléon lui-même, Napoléon Bonaparte, cette même personne qui a remis
qui a rétabli l'esclavage le 18 mai, le 20 mai 1802. L'esclavage en France fut aboli par la Convention républicaine de 1794, mais Napoléon, en 1802, a rétabli l'esclavage sous pression des propriétaires d'esclaves dans les colonies. Et Napoléon a dit de la loi, de la Constitution, la loi suprême d'un pays, il a dit ceci. Voilà ce que dit celui d'où vient notre Code civil. Il faut qu'une constitution soit courte et obscure. Napoléon. La constitution ne devrait déterminer que le mode selon lequel se fait la loi. Si elle dit plus, c'est mauvais. Si elle dit trop et qu'on ne puisse faire autrement, on la casse. C'est le régnant puissant, l'autocrate, l'empereur, d'ailleurs, mais à cette époque-là, il était premier consul. Il a dit ça devant le Conseil d'État, où il était premier consul de 1801 à 1804. Et il dit, une constitution doit être faite de manière à ne pas gêner l'action du gouvernement et à ne pas le forcer à la violer. Aucune constitution n'est restée telle qu'elle a été faite. Sa marche est toujours subordonnée aux hommes et aux circonstances. Si un gouvernement trop fort a des inconvénients, un gouvernement faible en a bien davantage. Chaque jour, on est obligé de violer les lois positives. On ne peut pas faire autrement. Sans cela, il serait impossible d'aller. Peut-être ça vous semble familier. Les constitutions sont l'ouvrage du temps. Et on ne saurait laisser une trop large place aux améliorations. Je ne peux pas mieux comparer une constitution qu'un vaisseau. Si vous abandonnez votre vaisseau au vent avec toutes ses voiles dehors, vous ne savez pas où aller. Vous changez au gré du vent qui vous pousse. Mais au contraire, si vous vous servez de votre gouvernail, vous allez à la Martinique, malgré le vent qui vous mène à Saint-Domingue. Voilà Napoléon. Mais, à mon humble avis, une constitution doit être claire, humaine, et une constitution ne doit pas être quelque chose qu'on peut changer à tout instant. Je pense qu'il faut être... La loi doit être sans ambiguïté dans la rédaction de la pensée juridique. Parce que sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça donne champ à beaucoup d'interprétations pour les juges et autres. Vous savez, il faut faire en sorte que, comme c'est supposé être, et comme ça devrait être, et comme c'est, je pense, peut-être, les juges disent la loi. Les juges ne font pas la loi. La loi est faite par le Parlement. La loi est écrite par le Parlement, par le peuple. Les juges disent cette loi. Quand vous donnez champ à l'interprétation, c'est difficile. Je vous ai parlé de ça. Je vais vous parler aussi, dans cette même section 10.1, ce qu'il faut changer encore et écrire explicitement pour qu'il n'y ait pas d'interprétation et pour que ça ne cause pas du chagrin, des ennuis. C'est, et je vais vous dire, je vais vous relire le morceau de la Constitution qui dit « Toute personne accusée d'avoir commis une infraction, etc., a droit à un procès juste et équitable, tenu dans un délai raisonnable. » Voilà une question bien difficile et bien chagrine. Qu'est-ce que c'est qu'un délai raisonnable? Vous serez fort surpris, je le pense, d'apprendre que ce concept de délai raisonnable
a donné lieu à des jugements fort contradictoires. On aurait pu croire qu'une chose aussi simple, un délai raisonnable, c'est facile à définir. Mais non, parce que c'est sujet à interprétation. Un jour, il y a un monsieur qui a été condamné pour un délit quelconque de droit commun. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur, le nom est très connu, je ne vais pas le dire parce que c'est une personne qui, en 1980, travaillait dans une banque à Port-Louis, et puis qui a été arrêté, détenu pendant 17 jours. La police a fait son enquête, etc. Et en 1988, alors l'affaire commence vers 85, en 88, le DPP décide de le poursuivre. Maintenant, les péripéties continuent, finalement, ça dure et dure. Finalement, un procès est fixé pour le 10 novembre 92. Ce procès, vous auriez cru que c'était quelque chose de difficile ou compliqué. Ce procès n'a pris qu'un jour. Un jour. Tout a été fait dans un jour. Probablement, quand on dit un jour, si vous connaissez un peu les cours, en 80, à cette époque-là, les cours commençaient vers les 10 heures, on a dû s'arrêter vers midi et demi pour prendre le break et recommencer peut-être vers 1h30, on a fini vers 3 heures, donc ça a pris 4 heures, à peu près. Il a été condamné. Il fait appel. Il va en Cour suprême et encore une fois, ça dure et dure, tant et si bien, il y a des opinions divergentes parmi les juges pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire de cet appel, si on va accorder, on ne va pas accorder, tant et si bien qu'à la fin du jour, à la fin de l'appel criminel, quand le jugement est rendu, ça a fait 12 ans et demi que le monsieur est passé on trial. 12 ans et demi. Alors, finalement, il va en Angleterre, son avocat emmène l'affaire en Angleterre, et les Anglais regardent, et les Anglais disent, ah, ça, ce n'est pas un délai raisonnable, et quand un procès n'est pas tenu, le procès n'est pas fini dans un délai raisonnable, ça casse une des conditions essentielles qui sont émises dans la Constitution. On ne peut pas avoir des choses comme ça. Donc il casse, il dit c'est pas bon, c'est fini, on arrête là. L'homme est acquitté à cause de cette chose qui n'a pas été jugée dans un délai raisonnable. Vous auriez cru, mais c'est bon. Jamais de la vie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans un autre jugement du même Privy Council, le Privy Council décide maintenant, ça ne fait rien. Il peut y avoir un délai qui n'est pas raisonnable, mais la personne sera jugée quand même. Ça ne fait rien que ça prenne 10 ans, 12 ans, ça ne sais pas combien de temps. La personne sera jugée quand même, sauf si au moment de la juger, ce n'est pas, il n'aura pas un procès équitable. Il will not get a fair trial. Alors vous êtes choqués. Enfin, moi je suis choqué par ça. C'est une décision du Privy Council dans l'affaire Mills. Alors, et les laws disent que dans la Constitution, il y a 3 garanties. Il faut qu'il y ait un délai raisonnable,
il faut qu'il y ait un procès juste et équitable. Mais par définition, par logique, par humanité, un procès, c'est quelque chose qui doit être juste, raisonnable devant un tribunal impartial. Mais un tribunal, par sa nature, un tribunal doit être impartial. Si un tribunal n'est pas impartial, ce n'est pas un tribunal. Je vais vous raconter une histoire. Peut-être vous avez vu un film qui s'appelle Red Corner. C'est un film avec Richard Gere et une actrice chinoise, Bai Ling, qui est sortie en 1997. Le procès se passe en Chine. C'est une fiction. Le procès se passe en Chine. Et Richard Gere, il mène le rôle de quelqu'un venant d'un autre pays d'Europe. Et il est arrêté en Chine. On le passe en procès. Il a un avocat. Le procès se déroule là, en public. Seulement, dans la salle, dans le prétoire, dans la salle d'audience, il y a une dame et un monsieur qui s'asseyent à l'arrière et qui regardent les juges. Et à chaque fois que le juge va prendre une décision, les deux personnes à l'arrière font un signe. Et c'est eux qui dirigent le procès, et ces deux personnes dans la salle à l'arrière sont des membres du gouvernement, dans le film. Alors c'est eux qui décident, oui, voilà, cette question est accordée, cette question n'est pas accordée, on va la quitter, on ne va pas la quitter. Mais ça, c'est une farce. C'est un simulacre. Un procès par sa nature, un tribunal par sa nature même, doit être impartial. Alors, ce qu'il faut penser, c'est que l'essentiel, c'est que le temps ne doit pas être déraisonnable. Une fois que le temps raisonnable est passé, comment est-ce qu'on peut continuer à juger une personne? Ça, c'est ce que le comité, le board, le très honorable Judicial Committee of the Privy Council, c'est eux qui disent, et à Maurice, nous devons suivre, nous devons obéir aux décisions du board du Privy Council. Nous ne pouvons pas faire autrement. Donc, ça fait loi. Récemment, il y a eu une décision en Cour suprême où 37 ans, je dis bien 37 ans après la commission alléguée d'un délit, le procès doit avoir lieu. C'est la loi. Les juges sont obligés d'appliquer la loi. Ça s'est passé. Quand j'ai défendu Gaëtan, en 1989, Youssouf, mon défunt ami, et moi-même, il y avait 18 ans qui s'étaient écoulés depuis ce qui avait été allégué, et au moment, en 89, où l'affaire est passée à Flac. Alors, ce n'est pas possible d'avoir des choses comme ça, à mon humble avis, avec tout le respect que j'ai pour le Privy Council et pour les juges. Les juges à Maurice doivent appliquer la loi ainsi que dite par le comité. Mais ce n'est pas humain, à mon avis, c'est très difficile. Alors, moi je propose, il faut changer. Comment changer? En mettant une note claire, limpide, visible et imprimée dans la Constitution qui donne un temps limite. On appellera ça le temps pénal. Moi je pense qu'on ne devrait pas poursuivre une personne 5 ans après un délit commis. Peut-être que vous pensez que ce n'est pas assez long. Mais moi je pense que la justice doit aller
d'un pas convenable. Quand vous avez un jury, le jury va siéger de jour en jour, sans arrêt, jusqu'à ce qu'il y ait un verdict. Donc, on n'aura pas les procès qui vont durer 1 an, 2 ans. On commence le procès lundi. À vendredi, les témoins auront été entendus. Le jury délibère et rend son jugement. Les procès iront plus vite. Si vous dites, monsieur le policier, vous dites que ce délit a été commis à telle date, la personne a été arrêtée, vous la traduisez en justice. Monsieur le directeur des postes publics l'a fait traduire en justice. Je ne vois pas pourquoi un procès devrait durer plus de 5 ans. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans les enquêtes? Qu'est-ce qu'il y a à faire pour que quelque chose puisse durer longtemps? Il faut mettre un frein. Il faut dire on ne peut pas. Il faut dire qu'il y a un moment où l'homme, parce que tout est fait par rapport à l'homme, il faut dire il y a un moment où l'homme ne peut plus être là. Un régime, un État démocratique ne peut pas être en guerre avec son citoyen, le garder en otage pendant un temps infini. C'est pas possible. C'est pourquoi moi je dis que il faut réduire drastiquement le temps pénal afin que les procès s'entendent vite, afin que les enquêtes policières soient faites vite. Mais 5 ans aussi, c'est pas vite. Il faut que les choses bougent. Si on ne bouge pas, ah ben on sera pire que la tortue, même la tortue bouge. Alors, en ce qui concerne le temps raisonnable, ça c'est pour le citoyen, ça. Hein. Son procès devra être entendu dans un délai raisonnable. Vous savez, une fois j'écoutais Sa Seigneurie, le juge Rajsoumeh Alala, qui est mort, Dieu ait son âme, qui m'avait invité à une conférence qu'il avait donnée à la mairie de Port-Louis. Et Sa Seigneurie Alala disait que dans la Constitution, c'est écrit « The case shall be afforded a fair hearing within a reasonable time ». Il faisait la différence que c'est le procès. « The case shall be afforded a fair ». C'est dans la section 10. Je suis toujours sur la section 10. 10.1. Parce que c'est quelque chose de pivotal dans notre droit. C'est ça qui vous donne la possibilité de vous défendre. C'est ça qui vous donne la présomption d'innocence. C'est ça qui vous donne la façon dont vous êtes jugé. Et si on arrive à changer ça quelque part, on arrive à de meilleures choses. Alors, the case shall be afforded a hearing within a reasonable time. Mais on oublie. It is not the case that is being tried. It is the man. C'est l'homme. On ne juge pas une affaire, on juge un homme. Toutes les institutions, à mon humble avis, sont faites pour l'homme. C'est pas l'inverse. L'homme n'est pas créé afin d'obéir aux institutions. Je ne pense pas comme ça. Je pense que les institutions sont là pour servir l'homme. À ce moment-là, la démocratie fonctionne. Sinon, c'est autre chose. Alors, quand on dit « the case shall be afforded », moi, je préfère la version française, langue intelligente, claire et limpide. La version française dit « tout homme qui a été arrêté, etc., a droit. L'homme a droit. » Ce n'est pas « the case ». Le case, c'est impersonnel. Comme si une chose aussi pouvait être jugée. Mais ça, c'est le temps raisonnable en ce qui concerne la personne. Mais maintenant, allons tourner la chose. Qu'est-ce que le temps raisonnable si vous décidez un jour de poursuivre l'État? Allons prendre un exemple. Un monsieur a été accusé. Ou une dame. Après son accusation, il est mis en procès.
Allons dire, il gagne son procès. L'État perd. Ce procès a pris 5 ans. Ou 3 ans. Furieux contre ça, l'État fait appel. On va en Cour suprême. Ça prend encore 2 ans. Maintenant, l'État perd, l'homme gagne encore une fois. Est-ce que l'homme peut, à son tour, poursuivre l'État pour l'avoir accusé injustement, pour l'avoir fait subir des préjudices des années durant? La réponse est non. Pourquoi? Parce que quand on poursuit l'État, il y a un temps prescrit. C'est ça le temps raisonnable pour l'État. Il faut d'abord commencer à partir du moment où la faute de l'État a été commise. Une personne est arrêtée en 2023, le procès va jusqu'en 2028. Vous auriez dû avoir commencé le procès dans les 2 ans qui suivent 2023. Si vous laissez passer, c'est fini. Pour la personne, pour le citoyen, 37 ans après, on peut le fusiller. Pour l'État, si vous ne faites pas ça dans 2 ans, vous êtes fusillé. Comment est-ce possible? Et nous disons que nous sommes un État démocratique. C'est peut-être vrai. Alors, il y a autre chose. Dans un procès, un homme est poursuivi au pénal, il est acquitté. Autrefois, c'était fini. Maintenant, ce n'est pas ainsi. Le directeur des poursuites publiques a le droit de faire appel. C'est difficile. Vous auriez cru que, une fois le verdict d'acquittement arraché, c'était fini. Non, l'État fait appel. Je pense que nous ne devrions pas accepter, nous devrions changer et faire en sorte qu'une fois une personne acquittée, c'est fini. C'est fini le calvaire. C'est fini les ordalies. Parce que, vous savez, la personne qui est poursuivie n'a pas toujours les moyens. Et même si elle en a, ces moyens ne peuvent être comparés à ceux de l'État. L'État peut dépenser autant d'argent qu'elle veut afin de mener à bien une chose. Une personne ordinaire, une personne de tous les jours, n'a pas ces moyens. Mais lorsque l'État fait appel à travers le directeur des poursuites publiques, cette personne-là, comment fait-elle pour se défendre si elle n'a pas les moyens? Si Ramavaladen pro bono n'est pas là, comment on va faire? Et José pro bono? Je ne sais pas si j'ai encore du temps, mais je voudrais aborder encore un sujet ou deux. Je voudrais parler de la mise en liberté sous caution. C'est un sujet délicat, ennuyeux, et qui cause beaucoup de chagrin. Injustement. C'est un sujet qui a bien des épines. Alors, la mise en liberté sous caution, vous savez, ça vient d'autrefois. Bail. Qu'est-ce que bail? Pourquoi on est arrivé à bail? Bail vient du temps ancien de... On appelle ça en droit from time immemorial, c'est 1189, à l'époque de Guillaume le Conquérant. J'ai le temps. Je vais être bref. C'est pour dire ceci, que autrefois, quand le roi, quand j'avais un roi, était en train de régner sur l'Angleterre, et qu'il y avait des juges du circuit, les personnes étaient arrêtées pour ce qu'on appelait haute trahison. Ils complotaient contre le roi. Et ce qui se passait,
c'est que ces personnes étaient arrêtées, gardées en prison, jusqu'à ce que l'affaire puisse être entendue. Merci. Et ça, c'était pour les affaires graves. Maintenant, il y avait d'autres personnes qui étaient concernées aussi et qui étaient arrêtées pour ce qu'on appelait les misdemeanors. Pour ces personnes-là, pour les petits crimes, on les arrêtait et puis, pourvu qu'ils se rendent à la justice et reconnaissent que la justice a un pouvoir sur eux, ils étaient relâchés sous la caution que quelqu'un les prenne en charge et les ramène en cours. Alors, le principe allait être très simple, mais je ne vais pas aller bien loin là-dessus, parce que je vois qu'on est un peu fatigué. Sauf pour dire que dans le Bail Act, il y a bien des choses qu'on devrait changer. Par exemple, on ne peut pas avoir des personnes qui sont relâchées sous caution monétaire. Je trouve ça injuste. Les personnes, du moment qu'elles acceptent de revenir en cours, faire face à leur procès, devraient pouvoir être relâchées sans grande difficulté. Je ne vais pas aller loin là-dessus, sauf pour dire une dernière chose. Et ça me tient à cœur. Notre cour d'appel final chez le comité du Privy Council en Angleterre, 55 ans après l'indépendance, en 91, nous sommes devenus une république. Nous allons toujours en Angleterre afin de pouvoir obtenir la justice finale, la justice même. Ça coûte très cher, hein? Et avec tout le respect que j'ai pour les Law Lords du Privy Council, les Law Lords ont leurs règles. Les Law Lords ont leurs règles qu'on doit respecter afin d'avoir accès au Privy Council. La Constitution nous donne le droit d'aller au Privy Council, mais le Privy Council, par lui-même, malgré ce droit, peut dire, sans vous entendre, sans que vos avocats ne viennent plaider, le Privy Council peut dire, je ne vais pas vous écouter. La Constitution vous donne le droit d'aller. La Cour d'appel dit, je ne vais pas vous recevoir. C'est difficile. Je pense qu'il faut penser sérieusement à changer cela. Il faut avoir une cour d'appel finale où le Mauricien ordinaire a droit à la justice. Ce n'est pas facile pour un Mauricien ordinaire d'arriver jusqu'au Privy Council. Alors il faut sérieusement songer là-dessus. Et avec ce, je suis désolé de vous avoir fatigué. Ma longue plaidoirie, et je vous remercie de m'avoir écouté.